Pierre Joisy, bonjour. Tu es directeur artistique et directeur associé de Teinture de France. Tu es maître en la couleur et tu l'as prouvé lors des JO 2024. Oh, bonjour Christine, merci beaucoup pour tous ces éloges. C'est beau, maître. Oui, en effet, je suis directeur artistique des Teintures de France, qui est une société d'ennoblissement. L'ennoblissement qui va... Qu'est-ce que l'ennoblissement? Alors justement, l'ennoblissement, c'est plein d'ateliers. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire du lavage. On va faire de la teinture, on va faire de l'impression, on va faire du laser. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, on a monté quasiment tous les travaux des savoir-faire français dans nos ateliers au même endroit. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, vous êtes à Bonneuil-sur-Marne. Toi et ton équipe, vous enrichissez, élaborez des pièces de textile pour les grandes maisons et les directeurs artistiques indépendants. Vous travaillez sur de nombreuses matières, le denim, le cuir, le coton, la soie. Voilà. Et peux-tu nous raconter l'origine? Qu'est-ce qui a accéléré aussi le développement dernièrement, surtout pendant le Covid? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, c'est une longue histoire et une très belle histoire. Bien évidemment, ça faisait longtemps, moi ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce domaine, donc on a été connu et un peu reconnu sans aucune prétention, mais donc du savoir-faire, de savoir comment teindre, comment traiter les matières. On est capable aujourd'hui de traiter toutes les matières. Il y a des matières du cuir, la laine, la fourrure, le polyester, même le polyester où on ne devrait pas le traiter, mais on arrive à le traiter. On est capable de traiter quasiment tous les traitements. Malheureusement, le Covid est arrivé. Donc on était complètement tous affolés, hein. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On va exister, on va vivre, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est passé le contraire. Et ça s'est passé le contraire. Et les maisons de couture ont continué. Nous, on s'est dit tout va s'arrêter. Mais non, les maisons de couture ont continué à travailler. Donc c'était du télétravail. Mais ils avaient besoin de faire des collections. Donc nous, on ne pouvait pas faire de télétravail. Donc on a été obligés de continuer à faire des équipes, de continuer à avancer pour pouvoir faire les défilés, et on a été submergé de travail. Bien sûr, et la proximité aussi. Vous êtes à 1 heure de Paris. On est, oui, à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, alors, ça dépend des embouteillages, voilà. Non, on est vraiment à côté de Paris, et l'avantage, c'est que, voilà, toutes les frontières étaient fermées, et il fallait trouver tout. Donc que ce soit de la broderie, au lieu de l'envoyer en Inde, c'était pas possible, donc c'était fait à Paris. L'impression, au lieu de l'envoyer en Italie, on le fait à Paris, du délavage, de la teinture. On a été capable d'ouvrir tous nos ateliers. Et là, on a multiplié par 5 ou 6 nos demandes. Donc c'était vraiment important. C'est ce qui nous a permis de pouvoir nous développer, d'investir dans les dernières générations de technologie. Ouais. Voilà, ça, tu es un fervent expert en nouvelles technologies. Oui. Je suis venue dans ton usine et j'ai pu le voir. Quel est ton rôle, toi, en tant que directeur artistique? Bien sûr, c'est d'évoluer parmi ces technologies et ces teintures, mais en fait, les créateurs ont souvent des demandes. Est-ce que vous avancez ensemble sur justement cette progression, cette création de nouvelles technologies? Comment ça se passe entre vous, justement, et les créateurs indépendants aussi, les maisons de luxe aussi? Bien sûr. Alors, bien évidemment, on ne va pas aller contre un directeur artistique. Un directeur artistique va nous envoyer son projet, ou le studio va nous envoyer son projet. Nous, c'est essayer de le réaliser. Donc de trouver une solution pour pouvoir réaliser sur telle ou telle matière. Par contre, ce qui nous intéresse à nous, c'est de pouvoir proposer d'autres façons de le faire. C'est-à-dire que quand on va avoir une demande de telle chose, d'un projet, on va lui proposer aussi son projet, bien évidemment, et nous, comment on le perçoit, et comment aussi toute mon équipe le perçoit. Aujourd'hui, moi je suis le directeur artistique, mais en fait je suis que le chef d'orchestre de l'atelier. Aujourd'hui, j'ai plus les mains, je manage, je vais apporter mon savoir, j'ai un savoir-faire. Quels sont justement, sur les pigments, sur les teintures, vous avez fait beaucoup d'efforts parce qu'il y avait beaucoup de produits chimiques. Énorme. Comment ça se passe aujourd'hui? Quel est l'état aujourd'hui de... Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être vraiment éco-responsable. C'est-à-dire, sur l'ensemble de toutes nos prestations, nous avons à peu près 1500 produits pour faire du délavage, de la teinture, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a toujours 1500 produits, mais à l'époque, on avait plus de la moitié qui étaient nocifs, donc
contre la planète, pas très bon pour la planète. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 3 produits. Et on a toujours c'est autant énorme. de produits, ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, on peut donner une norme qui est éco-responsable, voire végétale, puisqu'on arrive à faire aussi des traitements complètement végétaux, complètement végétal et complètement écologiques. Et on a même des traitements dans le denim, où le denim, il y a eu des normes polémiques, on est des pollueurs, on est des... Non, 7 fois à l'étranger pour délaver du denim. Vous avez une machine à l'ozone. Voilà, l'ozone. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cette machine à l'ozone? alors, c'est vraiment un processus qui est exceptionnel. Et on récupère l'oxygène. Donc, on l'embobine dans des bonbonnes qu'on va complètement nettoyer, enlever toutes les impuretés. Et ensuite, cet oxygène va être transféré dans une énorme machine, turbine, qui va transformer l'oxygène en un gaz qui s'appelle l'ozone. Et l'ozone est un gaz qui va complètement enlever le colorant du jean. denim. Voilà, c'est-à-dire que je prends mon pantalon, je mets une goutte d'eau sur mon vêtement, je le mets 2 secondes dans la machine, il va complètement de la laver. Donc l'ozone n'aime pas l'eau, et elle va attaquer complètement l'eau. Donc sans eau, en principe, d'ailleurs les machines à ozone, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de produits chimiques, nous n'avons absolument rien. Maintenant, pour essayer d'avoir un grain et une qualité comme J'ai à vu. l'époque, pour avoir des cailloux, on travaillait avec la pierre ponce, qui était une Vous matière ajoutez naturelle. On ajoute des petites serviettes qui grattent un peu, très légèrement humidifiées, et avec le brossement et comment ça va tourner en machine, on obtient des résultats qui sont aujourd'hui, je dirais, 10 fois plus beaux, plus intéressants, et c'est complètement écologique. Et donc, on n'est plus du tout des pollueurs aujourd'hui. Bien sûr. Il y a de la sérigraphie aussi sur le jean, hein, qui est une justement aujourd'hui cette sérigraphie sur le jean devient très très à la mode parce que quelques marques commencent à sérigraphier beaucoup les denims. Donc ça remet encore le denim à la mode qui est incessant en fait. Donc ça, j'ai vu les machines qui sont très impressionnantes. On peut imprimer des paysages du désert, on peut imprimer... Alors, comment ça se passe? Ça se passe très vite en plus, cette machine. Voilà, alors, en combien de temps il y a plusieurs elle... process, là vous me parlez de plusieurs process. En plus, il y a d'abord la gravure laser. La gravure, c'est-à-dire qu'en effet, on va mettre une image, on va être capable sur le jean de pouvoir, comme si c'était l'imprimé, mais en fait c'est de la gravure. On va venir enlever la couleur du denim et suivant les intensités et le motif qu'on va vouloir faire, on va avoir un motif. En effet, c'est imprimé. Mais non, c'est de la gravure. On a décoloré le denim, mais complètement écologique. Ensuite, on peut venir le broder. Vous avez vu les machines à broder, puisqu'on est capable d'avoir un atelier. On va imprimer aussi le tissu et on va imprimer avec nos dernières technologies, qui est de l'impression 3D, où on est quasiment les seuls en Europe à avoir le plus gros parc de machines, en tout cas en France. On est capable aujourd'hui d'imprimer en 3D. Et ça, c'est une révolution exceptionnelle. Ce sont des machines exclusives en France. Ça fait 5 ans que ça existe, le process. Nous, ça fait 3 ans qu'on a fait l'acquisition avec mes associés de 5 machines. Donc, on a un beau parc. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Vous êtes en partenariat avec les fabricants parce que ce sont quand même des machines qui sont très très chères. C'est la question à poser ou pas? Alors, oui, alors on est en partenariat. Je vais dire, on est en partenariat sur... l'aide, ils vont nous aider, ils vont nous accompagner. D'accord. Maintenant, financièrement, non, on n'est pas partenaire. Ils ont un prix, même si on va discuter, on va essayer d'avoir... vous savez, parce que c'est vrai que toutes ces technologies coûtent des fortunes. C'est oui, vraiment... alors, on est aussi... ça se modernise tout le temps. Donc comment on fait? Parce que quand on achète des machines qui sont très chères et se moderniser en permanence, c'est compliqué. Alors j'ai la chance d'avoir des associés qui m'aident énormément. Voilà. Et puis on a la chance d'avoir... Généreux et qui croient au projet et qui voient l'évolution de notre profession, notre chiffre d'affaires. Il a évolué par 2, par 4, par 8 en quelques années. Et on a les partenaires financiers. BPI France fait partie de nos subventions. Donc c'est vrai qu'ils nous aident en plus à pouvoir investir. Et le problème aussi, c'est ce que disait mon associé d'ailleurs, il me disait le problème c'est que quand on commence à rentrer dans la nouvelle technologie, c'est... on ne peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter. On est complètement, on est drogué, on a envie dans les salons d'essayer de chercher toujours la dernière technologie. Il faut qu'on soit toujours en avance. Et c'est ce qui permet que tous les designers aujourd'hui nous suivent et
continuent ont à nous suivre. besoin de vous. Et ils ont besoin de nous. C'est ce qu'il faut créer. Parce qu'en fait, avec justement, vous faites de la broderie, vous faites de la 3D broderie, Oui, c'est ça, voilà. Vous avez aussi une machine avec une aiguille et qui fait plusieurs couleurs. Enfin, si on fait... alors ça c'est de la Alors, broderie. ça, c'est de la broderie, mais où on a une machine qui va teindre. Il y en a très peu en France. Je ne sais même pas si on n'est pas les seuls à l'avoir Voilà, en France. qui va teindre qui petit va à petit. teindre le fil. C'est-à-dire qu'on va lui donner un motif. On va prendre Instant Magazine ou BPI France. Mais on va vouloir l'imprimer en bleu, blanc, rouge. Pourquoi pas, on est français. Et pour ça, à l'époque, c'était pas possible. On va imprimer le bleu, on arrête, on imprime blanc, on imprime rouge. Là, je suis capable de teindre mon fil et on va avoir un dégradé de bleu, blanc, rouge. Et c'est exceptionnel. Et ça c'est le travail des Teintures de France. Est-ce que tu proposes aux créateurs, aux maisons de luxe, justement, à chaque fois que tu trouves quelque chose, parce que finalement, tu es créatif puisque tu es directeur artistique, donc tu cherches tout le temps. Un directeur artistique cherche tout le temps. Tout le temps. Tu proposes à tes clients des choses, tu les appelles, tu leur dis voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. Oui, alors on les appelle. Nous, ce qu'on préfère, c'est quand ils viennent nous visiter. Bien Parce sûr. que c'est vrai que vous avez vu visiter le lieu, on ne se rend pas compte, on s'imagine pas qu'aujourd'hui, J'ai aux vu portes de les Paris, machines à teinture. on a tous ces savoir-faire. Alors, c'est marrant parce qu'il y a les machines à teinture, enfin les teintures Oui, qui sont complètement première génération, artisanal, artisanale, Complètement. voilà. Et après, on a les machines qui sont complètement dernière génération. dernière génération. Comment on fait la transmission? Les gens qui font la teinture font la teinture. Les gens qui font la peinture, parce que c'est une peinture, on a l'impression comme peindre une voiture en fait. Hein. Oui. On met le vêtement, même s'il y a de la patine et tout, on met le vêtement quand même dans une machine de carrosserie, c'est ça? Alors, oui, c'est simplifié. Oui. C'est plus compliqué que ça. En fait, chaque matière a un colorant ou un pigment. Chaque matière va avoir une tissu. Chaque matière va être spécialisée. Je vais avoir un spécialiste dans mes teinturiers pour traiter telle matière. Les matières Pour le aujourd'hui polyester, par exemple? Le polyester, c'est très délicat. Très à délicat. faire. Ça met beaucoup plus de temps à... Beaucoup plus de temps et c'est des machines où aujourd'hui on devrait quasiment plus le travailler le polyester. Mais les maisons de couture veulent travailler le polyester encore. oui. Pourquoi? Parce que les teintures sont un peu plus, sont longues à faire et il nous faut des machines qui montent en pression. Et c'est ça un peu le danger. Donc il doit y avoir des contrôles de la PAV où on est contrôlé quasiment tous les mois Tous les mois. vérifier qu'on n'ait pas de problème, la sécurité des employés avant tout. Mais comme on parlait aussi des teintures ancestrales, moi je veux le garder. Demain, on aura des machines on pourra dire 10 machines, comme on a sur nos téléphones, 10 Siri, quel temps il va faire demain, 10 machines, est-ce que tu peux me teindre ce tissu dans ce bleu-là? Ça serait génial. Je pense qu'on y arrivera. Je ne sais pas si je serai encore vivant pour voir ça, mais je pense que l'IA aussi va arriver Bien à ça. sûr. Et ce qui va nous aider, parce que le problème, c'est le recrutement. Le personnel, aujourd'hui, Voilà, je voulais en venir. Comment on Ouais. fait la transition? Est-ce que sur certaines machines ou sur certains développements, pour perfectionner la machine, on a besoin d'ingénieurs ou est-ce que c'est toi qui fais les transmissions? Parce que la transmission, c'est un savoir-faire aussi. Exactement. On n'est pas dans le musée, on n'est Non. pas Non. dans une exposition. Pas du tout, exactement. Et il n'y a pas de livre, il n'y a rien, il n'y a plus d'école. Il n'y a plus du tout d'école aujourd'hui de teinture. Je parle pour la Alors, teinture. et toi, alors demain, est-ce que tu serais... tu montes une école? Ça serait une idée. On est en train d'en parler d'ailleurs avec les écoles, avec l'IFM aussi, dont on est partenaire. Oui, On est justement, je vais en y train venir. de voir comment faire. Mais je me rends compte que la jeunesse n'est pas tellement attirée par la teinture. Ils sont attirés par la teinture, mais biologique, végétale. D'accord. On a un département végétal. Parce que là, c'est de la chimie, c'est de la connaissance, c'est tout nouveau. Maintenant, les conditions de teinturier, il faut avouer, c'est pas très intéressant. On travaille dans la chaleur, on travaille dans l'humidité. Même s'il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien, c'est pas très intéressant. Et ensuite, quand tous les jeunes... C'est pas glamour, tu veux dire? C'est pas très glamour. Et quand vous voyez tout l'ensemble de l'atelier, vous voyez les jeunes qui viennent dans les... Ben non, j'ai envie de faire du laser, j'ai envie de faire de la broderie, Oui, voilà. j'ai envie de faire de la 3D. Et être aussi derrière un ordinateur. Exactement. C'est la différence. Voilà. C'est Et la- aujourd'hui, les nouvelles machines de teinture, qu'on est en train de renouveler notre parc de teinture, en effet, on achète des machines où on va être accompagné un peu plus
par des ordinateurs, donc par l'IA, pour nous aider à faciliter les choses. On n'aura pas besoin d'experts en teinture. Et là, aujourd'hui, on n'a que des coloristes, mais ils vieillissent, comme nous. Ils vieillissent. Oui, alors ça, j'ai vu justement pour la peinture, comment il s'appelle Pedro, Mamadou, Samuel, voilà, Simon, je sais pas, il y en a eu pas mal. C'est ça. Son papa était là et lui... Exact. Alors, après, il est venu travailler, mais maintenant il est passionné. Il te propose des choses aussi. Mais complètement. C'était alors d'abord, Samba, qui était un de mes premiers ouvriers, ça fait 35 ans qu'il travaille avec moi. C'était un de mes premiers ouvriers qui a commencé tout bas de l'échelle et qui est devenu mon chef teinturier. Il a appris sur le tas. On a appris ensemble sur le tas. Et son fils, que j'ai connu tout jeune, bien évidemment bébé, et à l'école, c'était pas ça n'allait pas, ça suivait pas ou quoi. Et là, il a trouvé sa voie. Il a trouvé sa voie. Et aujourd'hui, je dirais que c'est mon directeur de traitement. Il est tellement passionné, il crée ses propres vêtements. Il voudrait créer sa ligne. Non, c'est trop dur aujourd'hui. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Justement, qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes créateurs? Parce que tu as un partenariat avec l'IFM. Tu aides aussi les jeunes étudiants pour le prix de Festival de hier. Oui. Ces jeunes étudiants t'apportent, ils veulent des choses, donc toi, ça t'apporte aussi des choses. Que penses-tu quand on se lance comme ça pour des jeunes créateurs? C'est quoi la durée de vie parce qu'il y a beaucoup de gens sur ce marché. Alors d'abord, il y a beaucoup de gens sur ce marché. Aujourd'hui, on n'est plus comme à l'époque où il y avait énormément de multimarques. Aujourd'hui, ce sont des marques. Un jeune créateur qui apparaît, c'est vrai qu'on a on a des talents. Il y a vraiment des talents dans la jeune création. Des noms, sans citer les noms, mais il y a d'énormes créateurs qui sont sortis, qui font des projets, qui ont des projets. Maintenant, c'est très dur, ce sont des créateurs. On oublie qu'il faut de l'argent. On oublie que ça coûte une fortune. On oublie qu'il faut être gestionnaire. Tu penses qu'ils ne sont pas assez justement briefés en école? Alors je voudrais pas critiquer les écoles parce bien que sûr. Peut-être je ne sais pas ou quoi, mais je pense qu'il manque quelque chose. Quand on voit aujourd'hui des jeunes créateurs qui ont des difficultés financières, moi ça me fait de la peine. Ils ont des talents, c'est génial. Alors après les jeunes créateurs qui vont faire des collections pour faire de la presse, ça c'est très bien. Mais il faut savoir le vendre. Il faut pouvoir le vendre. On veut faire du français. Et alors l'avantage aussi, ce qu'on a avec les jeunes créateurs, c'est qu'ils sont très made in France. Ils veulent faire du made in France. Mais attention, il faut faire du made in France, mais de pouvoir le faire pas que en presse. Il faut pouvoir le porter. Il faut pouvoir que ça puisse aller à toute la clientèle. Et il faut qu'on reste dans des prix tout à fait corrects. Et là, on gagnera le marché, je pense. Merci Serge. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup bientôt. Instant Magazine et BPI France pour cette interview. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à Teinture de France. Merci.